Le vent portait l'odeur de poussière sèche et de pluie lointaine, un parfum familier du haut désert. Et il fouettait des mèches de cheveux noirs sur le visage du général Anna Sharma, mais elle ne fit aucun geste pour les écarter. Elle se tenait juste à l'extérieur de l'entrée principale de Fort Jericho, une installation tentaculaire de béton durci et de fils barbelés taillés dans le paysage aride. Sa simple chemise grise et son pantalon cargo noir étaient sans marque, dépourvus des étoiles et des insignes qui définissaient sa vie à l'intérieur de la clôture. Ici, de retour à pied d'une course de 8 kilomètres le long de la route du périmètre. Elle était anonyme, une observatrice, un fantôme. Le poids du commandement semblait plus léger ici, remplacé par la simple brûlure dans ses muscles et le rythme cadencé de sa propre respiration. Elle observait les 3 jeunes soldats qui traînaient près de la guérite, leur posture, une caricature de la tenue militaire, les épaules rejetées trop en arrière, la poitrine bombée avec l'assurance imméritée de la jeunesse. Ils étaient nouveaux, tout juste sortis de l'entraînement avancé d'infanterie, et voyaient le monde comme une série de défis à conquérir par la force brute et des proclamations bruyantes. Ils riaient, un son rauque et aboyant qui irritait l'air calme du soir. L'un d'eux, plus grand que les autres, avec une mâchoire qui semblait perpétuellement figée en un ricanement, donne un coup de pied à une pierre détachée. Celle-ci roula sur l'asphalte et s'arrêta près des chaussures de course usées de Sharma. Il ne s'excusa pas, il ne sembla même pas la remarquer. Pour lui, elle faisait partie du paysage. Aussi insignifiante que le buisson de sauge accroché à la vie au bord de la route, le regard de Sharma resta fixe, son expression indéchiffrable. Elle avait vu des milliers de garçons comme lui. Ils venaient à l'armée en quête de validation, un endroit pour canaliser une agressivité brute et désordonnée qu'ils prenaient pour de la force. Certains apprenaient à la tempérer, à la forger en un outil discipliné. D'autres n'y arrivaient jamais. Ils devenaient des fardeaux, leurs égos une menace plus grande que n'importe quel ennemi. Le soleil couchant peignait le ciel occidental en teintes d'orange et de violet meurtri, projetant de longues ombres déformées depuis les tours de garde. L'air se rafraîchissait, la promesse de l'orage plus imminente. À l'intérieur de la guérite, le sergent Eva Rostova surveillait ses moniteurs, son visage illuminé par la lumière verte pâle. C'était une professionnelle, une sous-officière de carrière dont les yeux fatigués ne manquaient rien. Elle voyait les soldats, elle voyait la femme seule, et elle voyait le potentiel d'une intersection de la bêtise. Sharma prit une respiration lente et délibérée, aspirant l'air aride profondément dans ses poumons. C'était un exercice de centrage, une façon de s'ancrer dans le moment présent, une habitude forgée en des lieux bien plus dangereux que celui-ci. L'impulsion de corriger les jeunes hommes, d'utiliser le poids écrasant de son grade pour leur rappeler leur place, était une tentation fugace, mais une autorité affirmée était une autorité diminuée. Le vrai commandement n'était pas d'être la voix la plus forte dans la pièce, c'était d'être la plus calme. Les 3 hommes la remarquèrent enfin. Leur conversation s'interrompit. Leur attention se tourna vers la silhouette silencieuse qui se tenait juste au-delà de la ligne de démarcation jaune peinte sur la route. Leurs yeux la scrutèrent, notant les vêtements simples, la silhouette athlétique, l'absence de tout signe d'identification. Ils virent une civile, une femme, une étrangère, une cible facile. Legrand, dont elle apprendrait plus tard qu'il s'appelait Caden Thorne, fit un pas en avant, un sourire en coin sur les lèvres. Il voyait un défi là où aucun n'était offert. Il était sur le point de commettre une erreur qui redéfinirait toute la trajectoire de sa carrière militaire. Il ne le savait tout simplement pas encore. Anna Sharma se contente de le regarder approcher, son corps immobile, son esprit un lac placide. Attendant. Le contexte de leur arrogance était inscrit dans l'architecture même de Fort Jericho. C'était un lieu construit sur l'hypothèse d'un pouvoir écrasant. Les murs du périmètre faisaient 1 mètre de haut, surmontés de rouleaux de fils concertina qui scintillaient de manière menaçante dans la lumière déclinante. Tous les quelques centaines de mètres, des tourelles de sentinelles automatisées étaient posées, dormantes, leurs capteurs optiques balayant en arcs silencieux et superposés. C'était une forteresse, un bastion de puissance technologique conçu pour projeter la force vers l'extérieur et repousser toute menace de l'intérieur. Pour les soldats stationnés ici, en particulier les nouveaux arrivants, cet environnement engendrait un sentiment d'invincibilité. Ils étaient isolés des conséquences du monde extérieur. Et dans ce vide, leur propre importance enflait. Les soldats Thorne, Miller et Graves étaient des exemples parfaits. Ils avaient terminé en tête de leur cycle d'entraînement, leurs scores physiques exemplaires.
On leur avait dit qu'ils étaient à la pointe de la lance, les instruments les plus affûtés de l'arsenal national. Ils y croyaient. Leur arrogance n'était pas entièrement imméritée, mais elle était inexpérimentée. Ils confondaient le succès simulé avec une compétence réelle. Le sergent Rostova les observait depuis son poste, un froncement de sourcils plissant son front. Elle avait vu leur genre auparavant. Ils traitaient chaque interaction comme un concours de domination. Ils appelaient les sous-officiers supérieurs « sergents », avec une familiarité frisant le manque de respect, et ils considéraient les règlements comme des suggestions destinées aux soldats inférieurs. Ils étaient sur la base depuis moins d'une semaine et avaient déjà accumulé 2 plaintes formelles pour leur comportement aux messes. « Regardez ça !» murmura Thorne à ses amis. Sa voix était un grondement bas destiné à porter. Il fit un geste du menton vers Sharma. « Vous êtes perdue, madame. » Son utilisation du mot « madame » était une moquerie délibérée. L'intonation transformant un terme de respect en insulte, Miller et Graves ricanèrent, leur rire mince et servile. Ils étaient des planètes orbitant autour de l'ego de Thorne, reflétant sa lumière. Sharma n'offrit aucune réaction. Son attention était sur les détails. La façon dont Thorne se tenait avec le poids transféré sur sa jambe avant, une posture de bagarreur. La façon dont Miller jetait des regards nerveux vers la guérite, conscient à un certain niveau qu'il franchissait une ligne. Graves était le plus passif, sa participation limitée à un faible sourire, avide d'inclusion mais méfiant des conséquences. Peut-être qu'elle veut une visite guidée, ajouta Miller, gagnant une once de confiance du silence de Sharma. On pourrait vous montrer les bons endroits, le parcours d'obstacles, voir si vous pouvez le gérer. Leur osmose était une forme de sondage. Testant une réaction, ils s'attendaient à de l'indignation, de la peur ou une retraite confuse. Ils étaient préparés à tout cela, prêts avec une volée supplémentaire d'insultes. Ils n'étaient pas préparés à l'immobilité, ils n'étaient pas préparés à un regard qui semblait les traverser, analysant les faiblesses structurelles de leur bravade. Le sergent Rostova tendit la main vers le combiné de l'interphone, son poussée planant au-dessus du bouton. Le protocole dictait qu'elle intervienne, qu'elle ordonne aux soldats de retourner à leur baraquement et de cesser de harceler une civile. Mais quelque chose retint sa main. C'était la posture de la femme. Elle était totalement dépourvue de peur. Il n'y avait aucune tension dans ses épaules, aucun serrement défensif de ses poings. Elle était aussi calme que l'œil de la tempête à venir. Une île de tranquillité dans une mer de postures adolescentes. Rostova décida d'attendre, d'observer. Cela ressemblait moins à du harcèlement qu'à un prédateur tournant prudemment autour de quelque chose qu'il ne comprenait pas. La culture institutionnelle de Fort Jericho, malgré tous ses discours sur la discipline et le respect, tolérait souvent ce genre de brutalité de bas étage, surtout de la part de jeunes soldats prometteurs. C'était vu comme des garçons étant des garçons. Une façon inoffensive d'évacuer la pression, c'était un angle mort qu'Anna Sharma s'efforçait de corriger depuis qu'elle avait pris le commandement. Elle savait que la culture d'une armée n'était pas définie par ses règlements, mais par le pire comportement qu'elle était prête à tolérer. La sous-estimation était une force palpable. Une pression atmosphérique que Sharma pouvait sentir sur sa peau. Elle était tissée d'un tapis d'assomption, sans genre. Ses vêtements simples, son attitude calme. Dans leur monde de hiérarchie rigide et de marqueurs visibles de pouvoir, elle était enregistrée comme une valeur nulle. On zero. Thorne fit un autre pas, réduisant la distance jusqu'à ce qu'il ne soit qu'à quelques mètres. Il était assez grand pour devoir baisser les yeux sur elle. Un avantage physique qu'il savourait clairement. L'odeur d'un après-rasage bon marché et de sueur émanait de lui. « Le chat a mangé votre langue », pressa-t-il, sa voix plus forte maintenant. Jouant pour son public, c'est une installation militaire. Vous ne pouvez pas juste traîner ici, dites ce que vous voulez ou partez. Il affectait le ton autoritaire d'un garde, jouant un rôle. C'était une pathétique démonstration de pouvoir, et la désespérance derrière était transparente. Les yeux de Sharma clignotèrent une fraction de seconde, non vers son visage, mais vers ses mains. Elles étaient grandes et calleuses, mais ses doigts tremblaient légèrement, un signe d'adrénaline. Il n'était pas aussi calme qu'il le prétendait. Il alimentait son courage avec sa propre agressivité. « J'attends », dit-elle. Sa voix était égale, juste assez forte pour être entendue par-dessus le vent qui montait. Elle ne contenait aucun tremblement de peur ou de colère. C'était une simple affirmation de fait. La réponse placide sembla déséquilibrer Thorne. Il s'était attendu à une réaction différente. « Attendre quoi ?» Une invitation. Miller ricana derrière lui. Graves bougea son poids, son malaise grandissant plus apparent.
Il regarda par-delà Thorn, vers le visage de la femme, et pour la première fois, il sembla remarquer l'absence absolue de peur dans ses yeux. C'était un regard qu'il avait vu une fois auparavant dans les yeux d'un instructeur de drill qui avait calmement expliqué la physique précise de la façon dont un os humain se brise. « Je pense qu'elle veut se battre », déclara Thorn, une idée soudaine et absurde prenant racine dans son esprit. Il se tourna vers ses amis, un large sourire incrédule se répandant sur son visage. Elle est venue jusqu'ici à la porte pour provoquer un soldat. La notion était si ridicule qu'elle brisa la tension un moment. Miller rit aux éclats. Ouais, c'est ça. Elle pèse probablement 59 kilos toute mouillée. Je ne sais pas, dit Thorn, se tournant vers Sharma, ses yeux se plissant. Il était engagé dans le récit maintenant. Elle a ce regard. Vous pensez que vous êtes dur. C'est ça? Il commença à tourner lentement autour d'elle, comme un loup évaluant sa proie. Sharma ne bougea pas, sa tête tournant juste assez pour le garder dans son champ de vision. Elle sentit un calme familier s'installer sur elle, l'état analytique détaché qui précédait l'action. Elle catalogua ses mouvements, sa respiration, le léger déséquilibre de sa posture. Elle ne voyait pas un homme. Elle voyait une collection de leviers, d'articulations et de points de pression. Rendons ça intéressant, continua Thorn, sa voix tombant en un murmure conspirateur. Un petit entraînement au corps à corps. Personne n'a besoin de savoir. On vous laissera même le premier coup. C'était la brèche. Cela avait escaladé du harcèlement verbal à un défi physique direct, une violation flagrante d'une douzaine d'articles du Code uniforme de justice militaire. C'était une cristallisation de l'arrogance qu'elle méprisait. La croyance que leur force physique leur donnait le droit d'imposer leur volonté aux autres. À l'intérieur de la cabine, le sang du sergent Rostova se glaça. Elle appuya enfin sur le bouton de l'interphone. « Soldat Thorn, ça suffit. Vous et vos hommes retournerez immédiatement à vos baraquements. C'est un ordre direct. » Thorn l'ignora. Son attention était entièrement sur Sharma. « Qu'en dites-vous » la nargua-t-il. « Vous avez peur ?» Anna Sharma déplaça enfin son poids. C'était un mouvement subtil, presque imperceptible. Mais c'était le premier signe d'une action imminente. Elle inclina légèrement la tête. « Vous proposez de vous entraîner avec moi ?» demanda-t-elle, sa voix toujours d'un calme déconcertant. « Est-ce votre proposition officielle ?» Le mot « s'entraîner » sembla lui plaire. Cela légitimait son agressivité. « Ouais » dit-il avec un hochement de tête. Un entraînement amical. La première démonstration n'était pas ce que Thorn attendait. Ce n'était pas un coup de poing, un coup de pied ou une posture défensive. C'était une leçon de physique et d'attention. Alors qu'il gonflait sa poitrine, se délectant de la victoire perçue de son engagement, sa main dévia vers le couteau d'entraînement gainé à sa ceinture. C'était une réplique en caoutchouc terne, utilisée pour la pratique des combats, un accessoire pour sa performance de prouesse martiale. Ses doigts se refermèrent autour de la poignée. Un tic subconscient, un geste destiné à intimider. Les yeux de Sharma suivirent le mouvement. « C'est un bel outil d'entraînement, » dit-elle, sa voix tranchant à travers sa posture. « Mais votre prise est mauvaise. Vous télégraphiez votre intention. » Thorn ricana. « Je pense que je sais comment tenir un couteau. » Il dégaina la lame en caoutchouc, la brandissant avec une fioriture maladroite. « Voyez, parfaitement bien. » Il fit un demi-pas en avant, intending de presser la pointe terne contre son épaule en un geste de domination. Ce qui se passa ensuite fut un flou de mouvements si économique qu'il était presque invisible. Alors que son bras s'étendait, Sharma bougea. Elle ne recula pas, elle s'avança, réduisant la distance et entrant dans son espace personnel. Sa main gauche ne bloqua pas son bras, mais vint en dessous. Sa paume guida doucement son coude vers le haut. Simultanément, sa main droite se dirigea vers son poignet, non pour le saisir, mais pour taper un seul point de pression à l'intérieur de son avant-bras avec deux doigts tendus. La combinaison de la manipulation inattendue de l'articulation et de la frappe nerveuse ciblée provoqua une réaction involontaire. Les doigts de Thorn spasmodèrent, s'ouvrant. Son cerveau envoya le signal de tenir, mais ses muscles refusèrent d'obéir. Le couteau en caoutchouc, libéré de sa prise, sembla flotter dans l'air un moment. La main droite de Sharma était déjà là pour l'attraper, le cueillant dans sa trajectoire aussi doucement qu'un magicien attrapant une carte lancée. Elle fit un seul pas en arrière, revenant à sa position originale. Tout l'échange avait pris moins de 2 secondes. Le couteau en caoutchouc était maintenant dans sa main. Thorn resta figé, son bras encore légèrement levé, ses doigts recroquevillés en un point confus. Il fixa sa main vide, puis le couteau qu'elle tenait maintenant lâchement à ses côtés. Il cligna des yeux, son esprit luttant pour traiter la séquence des événements. Il n'y avait eu aucune violence, aucune lutte,
C'était comme s'il avait simplement décidé de le lui donner. Miller et Graves, qui avaient observé avec une anticipation satisfaite, étaient silencieux. Leurs sourires avaient disparu, remplacés par des regards de stupéfaction bouche bée. Ils avaient vu ce qui s'était passé, mais ils ne le comprenaient pas. C'était comme regarder un tour de magie. Votre coude était trop étendu, expliqua Sharma, son ton que lui d'un instructeur corrigeant un élève. Et vous exposez le nerf radial ici. Fit-elle un geste avec la pointe de la lame en caoutchouc vers un point sur son propre avant-bras. Cela crée une perturbation momentanée entre le cerveau et la main. Un simple principe biomécanique. Le visage de Thorne vira au rouge marbré profond. C'était un mélange d'humiliation et de fureur. Il n'avait pas été vaincu. Il avait été démantelé. Elle ne l'avait pas combattu. Elle l'avait corrigé. La supériorité intellectuelle et technique de son action était une insulte bien plus grande à son ego qu'un simple coup de poing n'aurait pu l'être. « Vous avez eu de la chance », grogna-t-il, le prétexte d'un entraînement amical s'évaporant complètement. Il serra les mains en poing. « Allons-y pour de vrai. » C'était à ce moment précis que le monde devint sombre. Pas l'assombrissement progressif du crépuscule, mais une cessation abrupte et instantanée de la lumière. Les immenses lampes de stade qui baignaient la base dans une lumière artificielle perpétuelle sifflèrent et s'éteignirent, le bourdonnement de la clôture électrique disparut. La lueur verte des moniteurs du sergent Rostova clignota et s'éteignit. Un silence profond et désorientant s'abattit, seulement brisé par le sifflement du vent. Une panne d'électricité à l'échelle de la base. La plongée soudaine dans l'obscurité était absolue. Pendant quelques secondes désorientantes, la seule lumière provenait du ciel lointain et furieux, où des éclairs formaient une toile d'araignée entre les nuages, illuminant l'horizon en flashs silencieux et fantomatiques. Les générateurs de secours, qui auraient dû se déclencher en quelques secondes, restèrent obstinément silencieux. Une défaillance critique, une panne systémique. Les sens de Sharma s'aiguisèrent immédiatement. La perte de la vue fut compensée par une augmentation de la conscience auditive. Elle entendit le piétinement paniqué des bottes des soldats sur l'asphalte. Elle entendit l'inspiration brusque du sergent Rostova depuis l'intérieur de la guérite privée d'électricité. Elle entendit le gémissement métallique de la porte principale, maintenant juste une lourde barrière immobile d'acier. Un nouveau son rejoignit le cœur, une alarme stridente et insistante venant de la clôture du périmètre nord. Une section à près de 6 km de là. Ce n'était pas le ton électronique standard. C'était le cri mécanique perçant d'un fil de déclenchement manuel, un système de dernier recours conçu pour fonctionner même sans électricité. Cela signifiait que quelque chose ou quelqu'un avait franchi la clôture, la situation avait irrémédiablement changé. Le jeu stupide des recrues avait été rendu insignifiant. Une querelle enfantine éclipsée par une menace réelle en train de se dérouler. L'obscurité n'était plus seulement une absence de lumière. C'était un environnement tactique. Elle offrait la dissimulation, elle engendrait la confusion, c'était un ennemi en soi. C'était quoi ça? La voix de Miller était aiguë, imprégnée de panique. « Qu'est-ce qui se passe? »« Restez calme, » murmura Graves, bien que sa propre voix tremble. Thorne, dépouillé de son public et de sa bravade, était silencieux. L'humiliation d'avoir été désarmé était maintenant aggravée par une peur primale de l'inconnu. C'était un soldat entraîné à combattre sur un champ de tir bien éclairé, à suivre des ordres clairs d'un officier commandant. Il n'était pas entraîné pour cela. Pas pour un scénario où toute l'infrastructure du pouvoir avait disparu. De l'intérieur de la guérite vint le son du sergent Rostova tâtonnant avec son équipement. « Les communications sont coupées !» cria-t-elle, sa voix tendue. « Tout le système est hors ligne. Je ne peux pas contacter le poste de commandement. » Le vent se leva, hurlant à travers les barreaux de la porte. Les premières grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber, froides et grasses. Éclaboussant le sol, l'orage était arrivé, et avec lui un sentiment étouffant d'isolement. Ils étaient seuls. Anna Sharma resta parfaitement immobile un moment. Laissant ses yeux s'adapter à la profonde obscurité, elle pouvait maintenant distinguer les silhouettes faibles des 3 soldats blottis ensemble pour la sécurité. Elle vit la forme plus sombre de la guérite. Le monde avait été réduit à des nuances de gris et de noir. Cet environnement, qui terrifiait les recrues, lui était familier. Elle avait opéré dans bien pire. Elle avait navigué dans des jungles par des nuits sans lune et rampé à travers des complexes ennemis obscurs où un seul faux pas signifiait la mort. La peur qu'il ressentait était un produit de l'incertitude. Son esprit, cependant, travaillait déjà, traitant les variables, formulant un plan. La panne d'électricité était trop coïncidente. L'alarme manuelle était trop spécifique. Ce n'était pas un accident aléatoire. C'était un événement coordonné,
La brèche à la clôture nord était la menace principale, mais le chaos à la porte principale était une distraction dangereuse. Elle était l'officier supérieur présent, un fait que personne d'autre ne savait, mais le grade était irrelevant. En cas de crise, le leadership n'était pas un titre que l'on portait, c'était une fonction que l'on exerçait. L'environnement avait dépouillé les couches superficielles de la hiérarchie, ne laissant qu'une métrique qui comptait, la compétence. Et dans ce petit groupe isolé, blotti dans le noir au bord d'une forteresse compromise, la compétence était une ressource qu'elle seule possédait en abondance. Elle bougea avec une détermination calme qui attira immédiatement leur attention. Sa première action fut de rendre le couteau d'entraînement en caoutchouc à Thorn. Elle ne le lança pas, elle le plaça fermement dans sa main, ses doigts se refermant brièvement sur les siens. Le geste n'était pas de réconciliation, mais d'utilité. « Vous allez devoir vous concentrer », dit-elle, sa voix une présence basse et commandante dans le noir. Ce n'était pas une suggestion, c'était une instruction. Thorn, choqué par le geste et l'autorité dans son ton, prit le couteau sans un mot. « Sergent, appelle à Sharma vers la guérite. » Sa voix tranchant nettement à travers le vent et la pluie. « Avez-vous une commande manuelle pour la porte? »« Il y a un système à manivelle, » répondit Rostova, sa voix paraissant plus stable maintenant, ancrée par le calme inexplicable de la femme. « Mais il faut 2 personnes, et je ne peux pas quitter mon poste. »« Vous n'aurez pas à le faire. » dit Sharma. Elle se tourna vers les soldats. « Miller, Graves, vous êtes avec le sergent. Fermez cette porte. Utilisez les verrous de verrouillage d'urgence. Ça doit être une barrière physique, pas électronique. » Les 2 soldats, désespérés d'avoir une direction, n'hésitèrent pas. La certitude dans sa voix était une bouée de sauvetage dans la mer de confusion. Ils se précipitèrent vers la guérite, où Rostova travaillait déjà à détacher le mécanisme de manivelle de son boîtier. Sharma tourna alors son attention vers Thorn. « Vous êtes avec moi? Nous allons établir un périmètre défensif. »« Et défensif contre quoi? » demanda Thorn, sa voix encore tremblante mais perdant son bord paniqué. Il était un soldat. Il comprenait? Des ordres de quiconque a coupé l'électricité et est maintenant à l'intérieur du périmètre, répondit-elle simplement. Elle se dirigea vers le bord de l'asphalte, ses yeux scrutant l'obscurité au-delà de la route du périmètre. Le désert était un vide noir. Elle s'agenouilla, ramassant une poignée de petites pierres pointues au bord de la route. Elle en pressa 2 dans la main de Thorn. « Nous n'avons pas de communication et une visibilité limitée. Nous utiliserons ça pour les signaux. Une pierre lancée près de ma position signifie que vous voyez du mouvement. 2 signifie que vous êtes en contact et avez besoin de soutien. Comprenez-vous? » Thorn hocha la tête. Les pierres froides et rugueuses étaient une réalité tangible et ancrante dans sa paume. C'était un système simple et primitif. Mais en l'absence de technologie, c'était brillant. « Où allons-nous? » demanda-t-il. « Nous n'allons nulle part, » le corrigea-t-elle. Vous prendrez couverture derrière cette barrière en béton. Elle pointa vers un mur jersey à 16 mètres sur leur gauche. Ça vous donnera une ligne de vue claire le long de la route principale. Je prendrai le côté opposé. Nous créerons un entonnoir fatal. Tout ce qui approche de cette porte devra passer entre nous. Elle prenait le contrôle tactique, non en déclarant son autorité, mais en la démontrant. Ses commandes étaient logiques, son raisonnement solide. Elle pensait 2 pas en avant, transformant leur position vulnérable en une défendable. Elle voyait le paysage non comme un terrain, mais comme un champ de bataille. Elle identifiait les champs de tir, les couvertures et les dissimulations. Pour les recrues, elle était juste une femme civile, mais ces mots portaient le poids indéniable de l'expérience. Thorn hésita seulement une seconde, l'instinct de résister. De la questionnaire était encore là, un fantôme persistant de son ego brisé. Mais la peur de l'inconnu était plus forte, et la confiance irradiante de cette femme était plus convaincante que n'importe quel insigne de grade qu'il avait jamais vu. Il courut bas et vite vers la barrière en béton, les petites pierres serrées fermement dans sa main. Sharma le regarda partir, puis se fondit dans les ombres de l'autre côté de la route, son corps disparaissant dans l'obscurité, comme si elle en était faite. La pluie tombait plus fort, lavant le monde et transformant l'asphalte en un miroir noir qui reflétait le ciel chaotique. La prise de contrôle tactique était complète. L'attente était une étude en tension. La pluie tombait en un déluge régulier et implacable, créant un rideau de son qui masquait les bruits plus petits. Chaque rafale de vent secouant un morceau de métal, lâche sur la guérite, sonnait comme des pas approchants. Depuis la barrière, Thorn tendait les yeux, scrutant l'obscurité oppressante. Sa peur avait été transmutée en une adrénaline hyper-focalisée. La femme, il ne savait toujours pas qui elle était, lui avait donné un but. Et son entraînement, la mémoire musculaire profonde de drills innombrables, avait pris le dessus.
Il gardait sa respiration lente et régulière, comme on le lui avait appris. De l'autre côté de la route, Sharma était un parangon d'immobilité. Elle était blottie dans un fossé peu profond, la terre humide pressant contre son dos. La pluie ne la dérangeait pas. Le froid ne s'enregistrait pas. Son esprit était un instrument calme, traitant les données sensorielles autour d'elle. Elle écoutait le rythme de la pluie, alerte à tout son qui brisait le motif. Elle observait le jeu des éclairs lointains, utilisant les flashs brefs pour obtenir un instantané du terrain, mettant à jour sa carte mentale de la zone. Les minutes s'étiraient en une éternité, le son de Miller et Graves travaillant avec le sergent Rostova, le cliquetis rythmique de la manivelle, le bruit sourd du verrou de verrouillage glissant en place, était une percussion distante et rassurante. La porte était sécurisée, puis elle le vit, un scintillement de mouvement au bord de la portée de l'éclair, à environ 183 mètres le long de la route. C'était une forme basse au sol, se déplaçant avec une vitesse fluide et anormale. Un autre flash le confirma. 3 figures vêtues de noir, se déplaçant en formation tactique parfaite. Ce n'étaient pas des soldats. Leurs mouvements étaient trop fluides, trop prédateurs. Elles portaient des armes longues, les formes indistinctes dans l'obscurité. C'étaient des professionnels. Sharma ne bougea pas. Son premier instinct fut de signaler Thorne, mais elle se retint. Ils étaient encore trop loin. Une alerte précoce ne ferait que révéler leur propre position. Elle les observa, son esprit calculant leur vecteur d'approche, leur vitesse. Ils utilisaient l'orage comme couverture, confiants que la base était aveugle et sourde. C'était une confiance qu'elle utiliserait contre eux. Alors qu'ils se rapprochaient à 91 mètres, elle entendit un doux cliquetis d'une pierre atterrissant sur l'asphalte à quelques mètres de sa position. Thorne les avait vus aussi. Il apprenait. Les intrus ralentirent, leurs mouvements devenant plus prudents. Alors qu'ils approchaient de la porte, ils s'attendaient clairement à ce qu'elle soit ouverte, ou au moins contrôlée électroniquement. La vue de l'immense barrière d'acier physiquement verrouillée serait une surprise. Ils se blottirent ensemble, momentanément confus. C'était le moment d'agir. Sharma prit une des pierres pointues de sa poche. Elle ne la lança pas. Elle la jeta d'un coup de poignet dur contre le revêtement métallique de la guérite. Le clang aigu résonna dans la nuit. Un bruit fort et inattendu qui attira immédiatement l'attention des intrus. Tous les trois pivotèrent vers le son, levant leurs armes. C'était une misdirection classique. Alors que leurs yeux et leurs canons se fixaient sur la guérite, Sharma explosa du fossé. Elle bougea avec une vitesse silencieuse et aveuglante qui était totalement inhumaine. Elle ne courait pas vers eux. Elle glissait sur le sol, une ombre se détachant d'autres ombres. Avant que le premier intrus ne puisse traiter la nouvelle menace, elle était sur lui. Sa main gauche se plaqua sur sa bouche, étouffant son cri, tandis que son bras droit serpentait autour de son cou. Elle n'utilisa pas la force brute. Elle utilisa le levier, plaçant son avant-bras contre son artère carotide et utilisant le poids de son propre corps pour appliquer la pression. Alors qu'il commençait à s'affaisser, elle vit le second intrus se tourner vers elle. Il n'y avait pas de temps pour la subtilité. Elle relâcha l'homme étouffé, le laissant tomber, et rencontra la charge du second. Il se précipita avec la crosse de son fusil. Sharma esquiva l'attaque maladroite, sa main abattant sur l'intérieur de son bras étendu, frappant le groupe de nerfs près de son coude. Son bras devint engourdi, sa prise sur son arme se relâchant. Elle saisit le fusil, le tordit de sa prise, et d'un mouvement fluide frappa la crosse en polymère durci sur le côté de sa tête. Il s'effondra sur le sol humide sans un son. Le troisième intrus était différent. Il réagit plus vite, reculant et levant son fusil pour tirer, mais au même instant, une forme sombre s'éleva de derrière la barrière en béton. C'était Thorne, alimenté par une vague désespérée de courage. Il chargea, non vers l'homme, mais vers le fusil, le plaquant et enfonçant le canon vers le ciel. L'arme déchargea avec un craquement assourdissant, une traînée de flammes oranges léchant l'obscurité pluvieuse. La balle partit inoffensivement dans les nuages. La confrontation devint une lutte chaotique au corps à corps. Thorne, utilisant sa taille et sa force supérieure, lutta avec l'homme armé, leur corps glissant et dérapant sur l'asphalte humide. L'intruse était habile. Essayant d'obtenir un levier pour ramener le museau de son arme à portée, Sharma, ayant neutralisé le second homme, se déplaçait déjà pour aider. Mais elle s'arrêta. Elle vit le visage de Thorne dans un flash d'éclair. C'était un masque de détermination sinistre. Il n'était plus le garçon arrogant d'avant. C'était un soldat luttant pour sa vie et celle de ses camarades. Il avait besoin de mener cela à bien. L'intruse, plus petit mais nerveux, réussit à se libérer une seconde. Il enfonça son genou dans le milieu de Thorne, faisant grogner le soldat de douleur et relâcher sa prise. L'intruse utilisa la séparation pour balancer le fusil comme une massue, visant la tête de Thorne.
Thorne, déséquilibré, ne pouvait pas esquiver à temps, mais la voix de Sharma trancha à travers le chaos. Pied gauche, baissez votre poids. C'était un commandement technique direct, sans réfléchir. Thorne obéit. Il planta son pied gauche et s'accroupit bas. La crosse du fusil siffla dans l'air où sa tête avait été une seconde avant. L'élan de l'intrus le porta en avant. Le laissant trop étendu et vulnérable, Thorne explosa vers le haut de son accroupissement, enfonçant son épaule dans la poitrine de l'homme. L'impact envoya l'intrus trébucher en arrière, ses pieds s'en mêlant, et il tomba durement, sa tête craquant contre l'asphalte avec un bruit écœurant. Le fusil cliqueta au loin. Pendant un moment, il n'y eut que le son de la pluie et les respirations haletantes et saccadées de Thorne. Il se tenait au-dessus de la forme inconsciente de son adversaire, son corps tremblant des séquelles de l'adrénaline. Il l'avait fait, il avait affronté une menace réelle et gagné. Il regarda Sharma, qui vérifiait calmement les deux premiers intrus, sécurisant leurs mains avec leurs propres liens zip. Elle rencontra son regard, et dans la faible lumière ambiante, il ne vit ni louange, ni admonestation, juste une reconnaissance calme et évaluatrice. Le combat était terminé. La menace immédiate était neutralisée. Sharma récupéra les fusils tombés, vidant expertement les chambres et s'assurant que les sécurités étaient engagées. Elle les posa au sol, une rangée nette d'armes capturées. De la guérite, le sergent Rostova et les deux autres soldats émergèrent, leurs visages pâles de choc et d'émerveillement. Ils avaient entendu la lutte, vu les flashs du museau, mais n'avaient aucune idée de l'efficacité rapide et brutale avec laquelle le combat avait été conclu. Miller fixa les trois corps inconscients au sol. « Quoi? Qui était-il? »« Un problème », dit Sharma, sa voix calme tandis qu'elle scrutait à nouveau le périmètre. Et maintenant, ils sont une source d'information. Juste comme elle finissait de parler, un nouveau son trancha à travers l'orage. C'était le grondement de moteurs lourds approchant de l'intérieur de la base. Puis le monde fut inondé de lumière. Les générateurs de secours avaient enfin rugi à la vie. Les lampes de stade clignotèrent une par une, chassant les ombres et révélant la scène à la porte dans un détail stark et impitoyable. 3 intrus neutralisés. 3 fusils capturés, et une femme civile se tenant calmement au centre de tout cela, la pluie plaquant ses cheveux noirs sur sa tête. Le convoi de véhicules blindés s'arrêta dans un crissement juste à l'intérieur de la porte. Les portes s'ouvrirent, et les soldats de la force de réaction rapide en sortirent. Leurs armes pointées, leurs visages sinistres, ils se déployèrent, établissant un périmètre sécurisé autour de la scène. Leurs mouvements nets et professionnels, à leur tête se trouvait un colonel complet, son uniforme impeccable malgré la pluie, son visage un masque d'urgence contrôlé. Son nom était Marcus Thorne, l'oncle de Caden Thorne, et le second en commandement de la base. Les yeux du colonel Thorne balayèrent de la scène, prenant en compte les intrus inconscients, les armes sécurisées, et son neveu, qui se tenait là trempé et respirant lourdement, un regard hébété sur le visage. Le regard du colonel se posa alors sur la femme, ses yeux s'écarquillèrent de choc et tout son corps se raidit. Le masque d'urgence fut remplacé par un de profonde incrédulité. En un instant, son dos se redressa. Ses talons claquèrent ensemble sur l'asphalte humide, et il exécuta le salut le plus net de sa carrière. Général Sharma, aboya-t-il, sa voix résonnant de choc et de déférence. Nous ne savions pas, tout le système est tombé, nous sommes venus dès que les générateurs étaient en ligne. Le nom plana dans l'air, lourd et irréfutable. Caden Thorne sentit le sang se drainer de son visage. Ses genoux fléchirent. Le monde sembla basculer sur son axe. Il regarda de son oncle saluant à la femme calme et discrète qu'il avait moquée, harcelée et défiée en combat. Le général Anna Sharma, la commandante de l'installation, son général commandant, une légende vivante dont le dossier opérationnel était murmuré avec admiration dans les baraquements d'entraînement et les salles de briefing. Il sentit une vague de nausée si intense qu'il pensa qu'il pourrait être malade. Miller et Graves, debout près de la guérite, semblaient avoir été transformés en pierre. Leurs visages étaient cendreux, leurs yeux grands ouverts d'une terreur qui allait bien au-delà de toute menace physique. Ils n'avaient pas juste enfreint les règles. Ils avaient insulté une divinité dans leur petit monde isolé, le sergent Rostova. Cependant, se contenta de hocher lentement la tête pour elle-même. Les pièces s'assemblaient. Le calme, la compétence, l'autorité calme. Tout avait du sens maintenant. Elle n'avait pas été témoin d'une civile en détresse. Elle avait été témoin d'une maître à l'œuvre. Le général Sharma rendit le salut du colonel d'un mouvement court et économique. Rapport. Colonel, dit-elle, sa voix ne trahissant aucune émotion. C'était le même ton calme et égal qu'elle avait utilisé toute la nuit.
Le réseau électrique principal a été saboté. On dirait qu'ils ont utilisé un dispositif à impulsion électromagnétique localement, juste à la sous-station. La brèche à la clôture nord était une diversion. C'était le point d'infiltration principal. Rapporte le colonel, ces mots brefs et précis. Il visait probablement les serveurs de commandement et de contrôle. Ils ont échoué, déclara simplement Sharma. Elle fit un geste vers les trois hommes inconscients. Ce sont vos cibles principales. Amenez-les à l'interrogatoire. Je veux savoir qui les a envoyés et quel était leur objectif avant le lever du soleil. Elle regarda ensuite le sergent Rostova. Sergent, votre performance pour maintenir la sécurité physique de cette porte dans des conditions extrêmes était exemplaire. Vous avez suivi votre entraînement et montré de l'initiative. Vous serez félicité. Rostova se tint plus droite, une lueur de fierté dans ses yeux fatigués. Merci, General. Enfin, le regard de Sharma se posa sur Caden Thorne et ses deux amis. Elle marcha lentement vers eux, l'eau gargouillant dans ses chaussures de course. Elle s'arrêta directement devant Thorne. Il ne pouvait pas rencontrer ses yeux. Il fixait le sol, 16 pieds, n'importe où, sauf le visage de la femme dont la carrière il avait essayé de terminer avant que la sienne n'ait vraiment commencé. La perception culturelle d'une base militaire entière changeait en ce seul moment silencieux. L'histoire se répandrait comme une traînée de poudre. Les nouvelles recrues vedettes qui avaient provoqué la commandante de la base et vécu pour le regretter. La tolérance institutionnelle pour l'arrogance décontractée et l'ego avait juste rencontré un arrêt dur et inflexible. Les conséquences tombaient, non avec un cri, mais avec une certitude calme et dévastatrice. Le général Sharma regarda les trois soldats. Caden Thorne tremblait, son visage un mélange de honte et de peur. Miller et Graves étaient rigides de terreur, se préparant à un impact qui briserait leurs avenirs. L'air crépitait de la dynamique de pouvoir non dite. L'abîme vaste entre ces 4 étoiles et leur unique chevron. Les soldats environnants de la force de réaction rapide observaient en silence, leurs visages sinistres. Ils savaient à quoi ressemblait une réprimande publique d'un général. C'était un événement qui mettait fin à une carrière. Mais Sharma n'éleva pas la voix. Elle ne les sermonna pas sur la discipline ou le respect. Elle se contenta de regarder Thorne. « Vous avez de bons instincts ?» dit-elle, sa voix calme. Mais pourtant, dans le silence soudain, la louange inattendue était plus désorientante que n'importe quelle réprimande. Thorne leva les yeux. Son expression un mélange de confusion et d'incrédulité. Quand la menace était réelle, vous avez agi, continua-t-elle. Vous n'avez pas hésité. Vous vous êtes mis en danger pour défendre ce poste. Vous avez suivi une instruction tactique directe sous le feu. C'est la marque d'un soldat. Elle marqua une pause, laissant les mots s'imprégner. Tout ce que vous avez fait avant cela était la marque d'un idiot. Votre ego était un fardeau. Il vous a rendu aveugle. Il vous a rendu imprudent. Il a presque fait de vous une victime. Elle s'adressa alors à tous les trois. Vous vous présenterez au sergent Rostova à 05 H0 pour un entraînement correctif. Vous passerez le mois prochain au service de porte. Aux détails de sanitation et à toute autre tâche ingrate qu'elle pourra vous trouver, vous apprendrez ce que signifie servir, non ce que signifie poser. Vous apprendrez que la force n'est pas à quel point vous pouvez frapper fort, mais combien de contrôle vous avez quand vous êtes défié. Elle se tourna vers le colonel Thorne. Colonel, assurez-vous que leur dossier reflète un conseil formel pour conduite indigne, mais aucune action punitive supplémentaire. Ils sont plus précieux pour cette armée, une fois qu'ils auront appris cette leçon, que s'ils étaient simplement jetés. Le colonel hocha la tête, un regard d'immense soulagement mêlé de respect sur le visage. Oui, General. La justice qu'elle dispensait n'était pas de la vengeance, c'était de la correction. C'était de sauver 3 soldats potentiellement bons de leurs pires instincts, c'était une démonstration de sa philosophie centrale. La force était une responsabilité, non un privilège. Elle regarda Caden Thorne une dernière fois. Son arrogance avait disparu, remplacée par une conscience brute et humiliante. Dans ses yeux, elle vit la faible lueur de l'homme qu'il pourrait devenir maintenant que le garçon avait été si chédi démoli. Le respect qu'elle avait gagné n'était pas né de la peur de son grade, mais d'une démonstration profonde et indéniable de sa compétence, de sa retenue et de sa sagesse. Le changement était complet. L'autorité calme avait gagné. Elle se détourna, son devoir ici accompli, et marcha vers le véhicule de commandement en attente. Laissant les soldats, la pluie et les décombres de 3 égaux brisés derrière elle, la discipline est l'espace entre l'impulsion et l'action. Let us see whether they have chosen to be intelligent, and perhaps I will also purchase some more arrows.
That was getting rough there. Happy thoughts! Haha! Oh, okay. This dude's just chilling under his tree. One needs only be 50 blocks away to snipe this fool. No, don't go out in the sun. This is a lot of blocks away. No, not not far enough away. Aha! He perished. He died. He's no longer alive. This is so fine, actually. This is so incredibly not an issue. There's going to be more skeletons. Have I tried hitting the target? It's been on my mind to do. Look at that dude with his pants. Fuck your dog. Those are the caveman pants, the ice doll, fair and square. You bitch. Alright, where did you go? I had eyes on. Okay. You. Have I tried cheating? No, not yet. So every day I'm getting a little bit further from God's light. I'm gonna do it. Surely this is 50 blocks. I'm so far away, dude. Dude, I'm gonna need you to stop moving. Let's investigate. Was I getting anywhere close? Ooh. You're gonna be in trouble, dude. No, 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 no. What are you doing? Don't burn! Don't burn! Oh! At least I got my pants back. I have a new thought. Hear me out. What if I build an underground firing range? Because then I can count out the blocks. I'll know exactly how far I need to be. So who's under here? You? I hate. I'm frozen.